it softly spoken, with no strings tying you to me. Et bonjour, nous nous retrouvons pour le bilan lecture du mois de mai. Alors, ça a été pour moi un mois de convalescence suite à une chirurgie. Donc, j'ai eu le temps de beaucoup lire. Donc, j'ai 17 ouvrages à vous présenter. Donc dont plusieurs ouvrages du continent africain, quelques graphiques, un peu de contemporain, des nouveaux auteurs aussi que j'ai découvert. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer par le titre de Lagos de Nadia Daham. Alors Nadia Daham, elle est journaliste entre autres, et elle l'a fait notamment, elle est présentatrice de l'émission Les Maternelles sur France 5. Alors c'est un titre qui est de l'autofiction. Donc Lagos, c'est en référence à sa fille. Donc elle a élevé sa fille toute seule. Le papa est décédé quand sa fille était en bas âge, donc ils étaient séparés. Mais elle va expliquer donc et revenir sur l'histoire, donc le parcours de vie de cette maternité en solo, de l'enfance en passant par l'adolescence jusqu'à actuellement où sa fille rentre dans sa vie d'adulte. Ça se lit très bien. C'est très fluide, c'est très juste. Si on est parent, que ça soit parent solo ou pas, on fait relativement des parallèles. Je le recommande. Ça a été une très bonne lecture et j'ai passé un très bon moment. Voilà, je ne sais pas si donc Nadia Daham a écrit d'autres choses. Voilà, puisque c'est pas son métier d'être autrice. Donc voilà, mais j'ai énormément apprécié, publié aux éditions Grasset. Voilà, j'ai aussi lu aux mêmes éditions, donc édition Grasset, donc un premier roman, le roman de Raphaël Reid, Adikou. Donc Adikou, alors c'est inspiré plus ou moins de la vie de l'autrice, mais il y a quand même une partie non négligeable de fictif. Donc on va suivre ce personnage Adikou qui part en recherche de ses liens du côté de son père, des liens qu'elle a sur le continent africain. Et donc Adikou va prendre l'avion et partir dans les pays du Ghana, du Bénin et du Togo. Voilà, on va suivre un petit peu ce déroulé cartographique sur ces trois pays-là, avec aussi des points d'ancrage aux États-Unis et en France de par son côté professionnel et ses origines maternelles. J'ai beaucoup apprécié ce roman. Voilà, à certains moments j'ai pu me sentir un petit peu
perdue dans ma lecture parce que on est dans les pensées, pensées d'Adikou. Il y a une écriture quand même un petit peu poétique et elle est un petit peu dans une rêverie qu'on pourrait qualifier de permanente. Donc voilà, elle a du mal des fois à être ancrée dans le réel du fait de son parcours et de ses recherches. Donc voilà, donc ça m'a perdu un petit peu à certains moments dans la lecture, mais ça n'enlève rien à la qualité de ce roman que je recommande. Voilà, premier roman de Raphaël Red que vous pouvez retrouver, qui est passé dans un épisode de la grande librairie. Alors je ne vous dirai pas lequel, mais un épisode assez récent, au même titre que Nadia Daham, qui est aussi passé dans un épisode de la grande librairie. Voilà, c'est ce qui m'a amené à ces deux lectures. Voilà, j'ai ensuite découvert un auteur que je ne connaissais pas, Hervé Guibert. Donc avec À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Donc Hervé Guibert est un auteur qui aussi écrit de l'autofiction, qui est né en 1955, qui est homosexuel et qui dans les années 80 va être atteint du sida. Et dans ce roman, on va suivre son histoire, mais son histoire en lien en fait avec un ami qui est malade et qui est gravement malade. Donc voilà, on est dans le vif du sujet. Alors moi qui suis née dans ces années-là, dans les années 80, voilà, le sujet était important. On a grandi avec cette image qu'il fallait se protéger de cette maladie sexuellement transmissible. C'était une maladie à ce moment-là, à cette époque, qui était mortelle. Et donc voilà, c'est un témoignage qui m'a touchée. En même temps, j'ai rencontré un auteur qui était vraiment engagé. Il m'a fait beaucoup penser. Alors pas du tout sur le même sujet, mais au niveau de la plume, au niveau de la narration, au niveau de voilà, de comment raconter sa propre histoire et toucher le public. Il m'a fait beaucoup penser à Édouard Louis. Voilà, donc je pense que si vous aimez tout ce qui relève de l'autofiction, des témoignages, des récits de vie de personnes engagées dans un sujet, voilà, ça ne peut que vous convaincre. Donc Hervé Guibert, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Voilà, j'ai ensuite continué ma découverte des auteurs du continent africain avec le Cameroun, Djaïlé Amadou Amal, Les Impatientes. J'en ai parlé dans mon challenge de lecture que j'ai fait au début du mois. Je l'ai lu
pratiquement d'une traite. On va suivre 3 destins de femmes qui sont liés les unes avec les autres, puisque on va suivre 2 sœurs et une épouse parce que là, donc, pour recontextualiser, donc on est au Cameroun. On va suivre des femmes qui ont un mari, qui sont mariées avec plusieurs femmes. Donc il y est question de polygamie, et donc il y a une des sœurs qui va être la 2e épouse. Voilà, c'est un texte très dur, très noir. Il faut être averti à la lecture. Je dirais âme sensible, réellement s'abstenir. On est sur des trigger warnings avérés. Donc mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie, mais ce n'est pas un texte doux. Voilà, il faut le savoir avant d'ouvrir cet ouvrage pour le lire en connaissance de cause. Voilà, je l'ai lu, je ne regrette pas de l'avoir lu. À mon sens, il est nécessaire qu'il y ait des ouvrages de ce type-là. Maintenant, ce n'est pas fait avec... voilà, c'est quelque part, c'est choquant. Voilà, c'est choquant et je n'arrêtais pas lors de ma lecture de dire oh, mais c'est pas possible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc voilà, je dis, si vous avez envie de découvrir le parcours de ces femmes et que vous êtes prête à encaisser ce qui est écrit, allez-y, sinon non, parce qu'il n'y a aucune censure. Voilà pour ce livre. J'ai lu donc La saison des fleurs de Aboubacar Adam Ibrahim. Dans cette magnifique édition, je suis conquise par cette couverture. C'est aux éditions L'Observatoire. Généralement, ils ont une qualité au niveau de leurs ouvrages qui... voilà, qui me plaît particulièrement, et aussi au niveau de la mise en page. Voilà, les pages sont très épaisses, l'ouvrage est très agréable à tenir en main, mais ce n'est pas ce qui fait que ce livre a été réellement un coup de cœur. Je l'ai découvert grâce à la chaîne de Olivia. Sans cela, je ne l'aurais jamais lu, parce que je ne l'avais jamais vu passer. Donc là, on va être au Nigeria. Et on va suivre Binta. Donc Binta, elle a 55 ans. Elle est veuve. Elle a des enfants qui sont grands, qui sont établis dans leur vie. Alors ça se passe au XXIe siècle. Il va y avoir toute cette ambivalence avec le fait qu'on est au XXIe siècle et que les femmes veulent s'épanouir et veulent vivre avec leur temps, mais aussi toute cette coutume. Donc on est au Nigeria, il y a aussi cette politique de la polygamie. Il y a la religion islamique qui
qui est très présente, qui régit un petit peu tous les codes de la société et de la relation familiale. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans cet ouvrage. Après, on suit le personnage de Binta qui va rencontrer un jeune homme, et une relation va se lier entre eux, une relation cachée, parce que même si Binta est veuve, les relations hors mariage ne sont pas entre guillemets tolérées. Enfin voilà, ça ne se fait pas. Bon, c'est pas ce que je retiendrai, de cette histoire. C'est pas ce qui m'a marqué le plus, cette relation entre ces deux personnages. Pour moi, cette relation entre ces deux personnages n'est que prétexte à parler du contexte politique et de religieux, et de tout ce fonctionnement sociétal, donc lié là au Nigeria, mais finalement à beaucoup de pays du continent africain au XXIe siècle, donc c'est-à-dire actuellement. Voilà, je vous dirais, lisez-le, et puis si vous l'avez lu, venez me dire ce que vous en avez pensé. C'est très bien écrit, ça se lit très très bien. C'est un ouvrage qui fait un peu plus de 400 pages, mais honnêtement on tourne les pages facilement les unes après les autres. C'est des chapitres relativement assez courts, hein, voilà, de 5-6 pages maximum. Voilà, il y a un petit peu tout le développement sociétal, familial, de ce qu'on peut trouver dans un pays comme le Nigeria, avec le développement des enfants de Binta qui ont tous des caractères et une insertion sociale un petit peu différente. Voilà, lisez-le. J'ai ensuite lu un livre que j'avais dans ma palle depuis, je dirais, au moins 2 ans. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sorti ce livre plus tôt. Il s'agit de Alma, Le vent se lève, donc de Timothée de Fontbelle. Timothée de Fontbelle qui est un auteur jeunesse avec une plume qui n'est plus à démontrer. Voilà, il a une plume poétique, voilà, et pas que, hein, il fait des livres qui sont destinés à la jeunesse, montrent tout l'engagement qui peut avoir dans un côté militantiste. Donc là, on va suivre Alma. Donc Alma, c'est une jeune fille de 14 ans qui vit en Afrique, dans une vallée en vase clos, avec ses parents et son grand frère et son petit frère. Et un jour, en fait, son petit frère va s'échapper de la vallée. Et on recontextualise, on est en 1780.
1786 sur le continent africain. On est en plein moment de colonisation anglaise et française, et on va parler d'esclavage. Donc en fait tous ces personnages de la famille de Alma vont se retrouver les uns après les autres à aller en dehors de la vallée pour aller se secourir. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, mais on va naviguer dans ce triangle entre l'Afrique, les colonies des îles aux abords de l'Amérique, et l'Angleterre et la France. C'est très bien écrit, ça réfère très bien à notre histoire. Il faut le lire. Après, voilà, malgré la douceur de la plume, eh bien, on est dans ce qui a été, hein, sans détour. Donc même si c'est romancé, parce qu'on est sur un roman d'aventure, donc voilà, ça va être mise en scène, mais entre les lignes, ce qui doit être dit est dit. Donc voilà, c'est illustré. Voilà, c'est un roman jeunesse, hein, donc de temps en temps on va avoir des pages illustrées, ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais poursuivre avec les autres tomes. Au moment même, là où je vous parle, j'ai commencé le tome 2. Je l'ai bien entamé. C'est une trilogie, il y a 3 tomes. Et le tome 3 est paru ce jour. Donc je ne vais pas tarder à me le procurer, et je reviendrai vers vous pour vous parler de cette trilogie entièrement. Voilà. Je vais poursuivre avec un auteur français contemporain qui me plaît particulièrement, dont j'ai déjà lu plusieurs titres. Il s'agit de Guy Descartes, que vous pouvez voir ici, qui fait des romans où il va mettre en scène des personnages et développer une psychologie, même je dirais une pathologie psychologique de ces personnages. Ici on est sur la corruptrice. Alors je ne vais pas vous en dire beaucoup, j'ai dévoré ce roman. Ça va se passer après la Seconde Guerre mondiale. On est dans un petit village. On va suivre un personnage qui est docteur généraliste, qui revient de la guerre et qui va s'établir à la suite de son père. Et il va être débordé par ses fonctions, et pour cela il va prendre une assistante infirmière. Et voilà, donc il y a aussi un troisième personnage, donc son amour de jeunesse, qui entre-temps, pendant qu'il était à la guerre, s'est marié et a perdu son époux, donc
au moment du déroulé du roman, se retrouve veuve. Donc on va suivre en fait ce triangle de personnages avec cette assistante qui est beaucoup plus âgée que notre docteur et qui va avoir peut-être pas les meilleures intentions du monde. Voilà, je n'en dis pas plus parce que il faut le lire. Si jamais vous lisez ce titre, je vous invite à ne pas lire la 4e de couverture qui va vous en dire beaucoup trop. Laissez-vous porter par les pages et découvrez ces personnages. Voilà, sans lire la 4e de couverture qui va vous dévoiler toute l'intrigue. Voilà, je continue. Donc j'ai lu un titre de Stephen King, La peau sur les os. Alors j'attendais beaucoup de ce titre et je vous avoue que j'ai été déçue. Alors on va suivre Bill. Bill qui va avoir un accident de voiture et lors de cet accident de voiture il va percuter une gitane. Et cette gitane va décéder et il va avoir, on va lui jeter un vieux gitan, donc va lui jeter un sort et il va perdre du poids. Il va perdre beaucoup de poids tous les jours rapidement. Donc on le suit dans cette malédiction. Voilà, le sujet avait tout pour me plaire. Malheureusement, j'ai pas été prise comme j'ai pu être pris dans d'autres titres de Stephen King. Il m'a manqué en fait ce petit côté haletant. J'ai trouvé que ça manquait un peu de tadam tadam tadam. Voilà, c'était trop plat. Donc bon, c'était une bonne lecture. C'était je l'ai lu avec plaisir. Mais pour moi, ce n'est pas à la hauteur par exemple de Christine, où vraiment, voilà, j'en arrêtais pratiquement la respiration. Tant j'attendais, je me disais mais qu'est-ce qu'il va se passer, j'appréhendais ou là non, on tourne les pages, effectivement on voit cette descente de notre personnage principal, donc qui monte sur la balance et qui va perdre du jour au lendemain 2, 3, 5 kilos. Mais voilà, bon, pour moi, c'est une petite déception. Voilà, je pense que peut-être j'avais trop d'attentes. Voilà. J'ai ensuite lu La Maison Atlantique de Philippe Besson. Alors, un très bon titre. On va être dans une maison d'enfance. On va suivre un père et son fils qui en vacances d'été dans cette maison là. Voilà, il y a un lien particulier entre le père et les fils avec
avec des choses qui ne sont pas passées entre ces deux personnages. Il va y avoir une envie de se venger. Voilà, on va suivre cette explication de ce lien avec ce papa et ce fils, donc qui est en phase de devenir adulte, puisque au moment du roman, il a 18 ans. Donc voilà, c'est tout l'enjeu du roman. Voilà, après c'est mis en scène avec d'autres personnages, puisque à côté de cette maison, donc il va y avoir une maison de vacances en location, et un couple d'une trentaine d'années qui va venir s'installer. Donc pour les vacances, pour 3 semaines de vacances. Donc il va y avoir une histoire avec ces quatre personnages, mais ce n'est qu'un prétexte pour aborder le lien père-fils qui a été très très bien fait par Philippe Besson. Donc je continue ma quête de lecture des titres de cet auteur. Je ne suis pas déçue de cette lecture. Voilà, je passe au titre suivant. J'ai lu Leila Slimani, Sexe et mensonges. Donc Leila Slimani, qui est une autrice française mais avec des origines marocaines, qui va revenir là sous forme de un petit peu de témoignages, qui va venir interroger des femmes marocaines qui vont parler de leur rapport à la sexualité au Maroc. C'était une lecture agréable. Maintenant, ça ne m'a pas plus convaincue que cela. J'ai lu, j'ai pas... Est-ce que c'est parce que j'avais fait d'autres lectures avant, comme par exemple Les Impatientes, qui était vraiment très incisive, mais aussi avec la saison des fleurs des flammes, voilà, qui aussi m'avait déjà bien établi dans toute cette thématique là. Voilà, donc c'est très sourcé. C'est très très bien sourcé. On a des chiffres, on y apprend certaines choses qui sont vraiment nécessaires à savoir. Voilà, c'est pas un... c'est tourné comme un témoignage. Alors enfin, donc on a un petit peu comme une interview en fait, où Leila Slimani va prendre position pour expliquer un petit peu le contexte, venir amener des points sourcés avec des chiffres, avec des lois, avec ce qui est vraiment appuyé par la politique du pays. Et après on va avoir donc ces femmes qui vont parler. Et donc là dans le texte on a des guillemets,
voilà, avec le témoignage. Et voilà, en plus on a des chapitres où il y a des témoignages et on a des chapitres où Leila Slimani va revenir sur des points qui se sont passés dans son pays, qui sont avec la thématique donc de la sexualité du Maroc. Voilà, c'est en fait, si je suis honnête, il me reste pas grand chose de cette lecture. Je l'ai annoté, donc je pourrais m'y référer, mais honnêtement, j'avoue être plus intéressée par des textes, enfin en tout cas ça me touche plus et ça m'imprègne plus d'aborder cette thématique là par des textes voilà, fictifs qui sont de l'ordre de l'autofiction, mais où c'est raconté. Ce texte plus à dynamique d'être un essai voilà, me correspond en tout cas beaucoup moins. Néanmoins, voilà, je recommande, si vous voulez être un petit peu plus au fait de ce sujet-là. Je recommande si vous avez jamais lu sur le sujet. Si vous êtes déjà, si vous avez déjà parcouru d'autres ouvrages qui traitent de la sexualité sur le continent africain, bon, je pense que vous allez être un petit peu comme moi. Voilà. J'ai ensuite lu en lecture commune avec, je vous mettrai le lien, c'est avec Séverine, je vous mettrai son lien de sa chaîne. J'ai lu Le Horla de Guy de Maupassant. Alors, Guy de Maupassant, c'est un auteur que j'affectionne énormément. J'avais ce titre depuis longtemps dans ma bibliothèque. Deux de mes filles l'ont lu au collège. Elles ont beaucoup apprécié leur lecture et donc j'avais envie de lire ce titre. Alors, Le Horla est classé comme une nouvelle fantastique. Soit, il peut être abordé comme tel. Néanmoins, je ne le classerai pas comme tel. Le Horla, pour moi, c'est une critique de la société. Alors, de la société ici en 1887-1886, parce que ce texte est la deuxième version du Horla, mais il y a une première version que je n'ai pas encore lue, mais qui a été écrite en 1886. Donc pour moi, c'est une critique de la société au travers de la folie. Donc on sait que Maupassant avait des dispositions à être bipolaire, qu'il a toujours frôlé cet espace de la folie. Et donc là, on va le retrouver sous forme journalistique. Donc c'est très très bien. J'ai beaucoup, voilà, ça se présente comme ça. J'ai beaucoup apprécié ce format journal. On va commencer au 8 mai et on va le suivre jusqu'au mois de septembre. Donc ça se termine au 10 septembre. Il s'interroge
sur la vie, sur l'évolution de la société. On pourrait très nettement en faire un parallèle avec notre société actuelle. Je trouve ces lignes très contemporaines. Hormis que effectivement on a tout un contexte qui est lié à la fin du 19e siècle, voilà, avec il n'y a pas de véhicules motorisés, voilà, plein de petits détails comme ça qui font que l'on voit bien que l'on n'est pas au 21e siècle. En dehors de ça, si on fait l'abstraction de toutes ces fioritures qui nous permettent de dater le texte, on pourrait croire que ça a été écrit pour notre époque. Voilà, je vous incite à lire ce texte, je vous incite à le diffuser. Je vais en faire une relecture parce que je pense que je n'ai pas tout vu. Alors il ne fait qu'une quarantaine de pages, mais il est extrêmement riche, voilà. Et après, bien entendu, on y retrouve la plume de Maupassant. On va être géographiquement dans les lieux de cœur de Maupassant, donc la Normandie, un petit peu la vie parisienne, mais beaucoup la Normandie, avec cette plume propre à Maupassant, et donc ces descriptions qui ne sont pas négligeables. Voilà, et on va être dans la folie de Maupassant, mais voilà, avec certains moments où on va revenir ancré dans le réel, et à ce moment-là où il va être, je dirais, les pieds sur terre, on va se rendre compte de toute la problématique de la société. Voilà, de la société du 19e siècle, mais qui peut nettement être en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Je recommande. N'attendez plus. Ouais, j'ai ensuite découvert un auteur que je n'avais jamais lu. Alors, je suis la chaîne de Luna qui est une adepte de Haruki Murakami. Elle a fait l'année dernière, elle a fait une relecture de tous ses ouvrages sur toute l'année. Donc elle lisait un ouvrage par mois de Murakami, donc de ses romans. Et j'ai ici découvert Murakami au travers de ces nouvelles dans des éditions absolument magnifiques. Donc j'ai lu Sommeil. Donc Sommeil, on va suivre une jeune femme qui a des insomnies. Donc voilà, je vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est une nouvelle, parce que c'est un auteur qui est vraiment à part entière. Alors ici dans Sommeil, qui va frôler avec la dimension, je dirais, je ne saurais pas trop comment le classer, science-fiction peut-être. Mais ancré aussi dans le réel. Donc on est dans ces deux tranches. Ici, moi j'ai trouvé que dans cette nouvelle là, il y avait plus de réalisme que de science
fiction slash peut-être fantastique. C'est très bien fait. C'est très très bien fait. Je peux vous lire la 4e de couverture. Ça révèle absolument rien. C'est dit: une des nouvelles les plus énigmatiques de Haruki Murakami, superbement illustrée aux couleurs de nuit par Kat Menchik, alors que je ne connaissais pas, mais pareil, je vais vous montrer ces illustrations magnifiques. Dans un style pur et cristallin, une plongée obsédante dans les 17 nuits sans sommeil d'une femme pour pénétrer tout le mystère et la magie de l'univers du maître. Donc voilà, on suit une femme qui est mère au foyer et on va la suivre voilà, dans 17 nuits de son insomnie. C'est très très bien fait. Et alors, c'est illustré, ça se lit très très rapidement, hein, ça se lit absolument rapidement parce qu'on est embarqué. Voilà, je vous montre les illustrations. Alors il y en a une absolument, il y en a plusieurs. Moi, je les trouve particulièrement vraiment magnifiques. Je vous en montre encore une autre. Voilà, c'est de pure beauté et ça sert vraiment le texte. J'ai ensuite lu L'étrange bibliothèque. Alors là, on est complètement dans le fantastique. Je vous lis la 4e de couverture. Japon de nos jours. Un jeune garçon se rend à la bibliothèque municipale. Jusqu'ici, rien que de très banal. Le garçon est scrupuleux. Il rend toujours ses livres à l'heure. Cette fois, pourtant, rien ne se passera comme prévu. Entre rêve et cauchemar, Haruki Murakami nous livre une nouvelle inédite, hypnotique, grinçante, superbement mise en image par la talentueuse illustratrice allemande Kat Menchik, donc qui est la même illustratrice. Donc on va suivre ce garçon qui est... Enfin, il lit, il va à la bibliothèque, il emprunte des livres et un jour, donc il va emprunter un livre et on va le diriger vers une salle de lecture un petit peu particulière. Et là, on va rentrer dans un univers que je ne soupçonnais même pas qu'il ne pouvait être. C'est fabuleux. Je ne vous en dis rien. Je vous laisse découvrir ces textes si vous le souhaitez. Si vous aimez tout l'univers fantastique de ce qui peut être fait. Moi, je ne suis pas une grande adepte de ce genre littéraire, mais alors là, j'ai été réellement conquise. C'est très bien fait. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer des illustrations. Donc voilà. On est dans quelque chose de différent de la nouvelle du sommeil. Mais voilà. Hop. Je vous montre. Voilà, c'est extrêmement bien fait, je recommande. Je dirais que si vous avez un choix à faire entre ces deux, moi j'ai eu un grand coup de cœur pour l'étrange bibliothèque, donc je recommanderais ce titre en priorité. Et honnêtement, donc moi c'était ma porte d'entrée pour découvrir cet auteur et je ne le regrette pas. Je pense continuer à découvrir Murakami avec ces nouvelles là. Voilà, il y a un titre que j'ai vu qui me faisait bien envie, donc je pense que je vais rapidement me le procurer.
Rapidement, donc j'ai lu le deuxième tome du volume du temps. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. On va être dans une boucle un petit peu, donc avec un personnage, Tara Selter. Tara Selter qui vit en couple et elle va revivre la même journée, voilà, sans arrêt. Une journée après l'autre, donc cette journée qui est le 18 novembre, et elle va être la seule de son entourage à se souvenir de ces journées qui passent, et les autres en fait autour d'elle font un reset complet et ne se souviennent pas qu'ils ont déjà vécu le 18 novembre. Donc là, dans ce tome-là, on la suit. Ça fait déjà un an qu'elle vit le 18 novembre en boucle, et elle va prendre une direction bien différente de ce qu'elle souhaitait prendre dans le tome 1. Voilà, il y a 7 tomes à cette histoire. On les a ici. Le tome 3 n'est pas encore sorti. Je suis en attente. Voilà, dès qu'il sortira, je continuerai la lecture de cette saga parce que je la trouve très plaisante et j'ai hâte de lire la suite. On en vient donc au graphique lu ce mois-ci. Donc il y en a 3, il y a un manga, donc le tome 12 de Spy Family. Je vais pas m'étendre beaucoup, c'est la suite. Les personnages sont toujours aussi charismatiques et attachants. Il y a l'animé sur Netflix que je n'ai pas encore découvert, mais je pense que je vais finir par y aller. Voilà, et ça me permettra de faire un parallèle avec les ouvrages. J'ai lu également Vierge, la folle histoire de la virginité. Voilà. J'avais beaucoup d'attentes sur cet ouvrage. Je m'attendais en fait je m'attendais à autre chose. Alors en fait il y a beaucoup d'explications liées à la mythologie. Et je ne suis pas rentrée dedans. Voilà, ça ne m'a pas touchée. J'ai lu mais j'ai rien retenu parce que c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît, et c'est pas les explications que j'attendais. Il y a par contre tout un chapitre sur l'explication du mythe de l'hymen, et là j'ai beaucoup aimé, mais c'est un chapitre sur tout l'ouvrage. Donc l'ouvrage fait 7 chapitres, voilà, un chapitre sur 7. Donc le chapitre sur les explications de l'hymen, le mythe de l'hymen, est vraiment très bien fait. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà, ça peut être, je dirais que c'est un ouvrage qui peut être mis dans les mains à partir de 12-13 ans. Il y a des choses qui peuvent servir de support à feuilleter peut-être avec un adulte pour voilà, pour venir un petit peu donner des explications supplémentaires, parce qu'il y a quand même un petit peu d'humour des fois que j'ai trouvé non approprié.
peut-être pour des adolescents, voilà. Après, dans le chapitre 3 qui s'appelle aussi 1001 nuits de noces, on va avoir des chiffres qui sont donnés sur la moyenne de la première fois, voilà, sur un petit peu qu'est-ce qu'on considère comme une première fois. Bon, c'était voilà les explications un petit peu de tout ce qui va venir avec la virginité donc au niveau historique. C'était assez bien fait. Bon, voilà, je dirais 2 chapitres. 2 chapitres sur 7. Donc honnêtement, si le sujet vous intéresse, que vous avez la possibilité soit de vous le faire prêter, soit de pouvoir l'emprunter en bibliothèque, allez-y. Il y a des choses intéressantes. De là à l'acheter, donc il fait presque 16 €. Je dirais que vous n'allez pas en avoir pour votre argent. Donc pour moi ça a été une déception. J'en attendais autre chose. Voilà. J'ai ensuite lu la BD à venir. Donc la BD à venir, on va être dans du comment je dirais, de la dystopie. Donc je vous lis la 4e de couverture. Dans un futur proche, l'intelligence artificielle est utilisée pour définir les prédispositions des enfants. Ce procédé, mis au point par l'Institut Centravenir, détermine la voie professionnelle à suivre, ne laissant aucune place aux aspirations personnelles. On va suivre le jeune Matt qui est soumis aux tests, et les tests vont révéler que il a de fortes chances par les résultats de devenir un délinquant. Et donc là on va l'enlever de sa famille pour le prendre en charge. C'est très court, ça va traiter le sujet d'un point de vue assez direct. C'est efficace, c'est court et efficace. On va être dans une société où l'intelligence artificielle a pris complètement le pas. Les personnes vivent au travers des écrans. Elles ne vivent plus dans le monde réel. Voilà, on a le personnage de la grand-mère qui carrément vit avec un masque qui lui projette des images agréables et qui lui fait croire qu'elle est sur la plage, voilà. Mais enfin, c'est vraiment très 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 bien fait. Alors j'aurais voulu vous montrer l'image donc de cette grand-mère avec son masque, parce que c'est extrêmement parlant. Je ne le retrouve pas. On va avoir un personnage qui va voilà. Donc là, elle est pas avec son masque. Ben, là, vous allez voir. Donc voilà, là c'est ce que voit la grand-mère. Donc, et là en blonde, c'est la grand-mère virtuelle.
Et après, en fait, elle est ici. Voilà. Donc ça, c'est un détail, hein, ça va pas vous donner vraiment la force de la bande dessinée. J'ai trouvé qu'au niveau de la colorisation, c'était vraiment très très bien fait. Voilà, au niveau des émotions, la colorisation va avec les émotions. Quand il y a de la tension, de la colère, on va avoir du rouge. Quand on va être dans un moment de doute, de flou, on va utiliser un peu plus des couleurs voilà, de bleu comme ceci. Je trouvais que c'était c'est très bien réalisé. Voilà. Après, comme tout graphique, hein, c'est un coût assez onéreux. Donc c'est une bande dessinée qui est voilà, qui a une lecture d'un peu moins d'1 heure. Donc et elle coûte 17 €. Donc est-ce que le coût est justifié? Bon, moi je regrette pas, hein, mais voilà, à la fin on va avoir un petit bonus avec un article sur l'intelligence artificielle. Et aussi on va voir, parce que le titre devait pas être donc à venir, ça devait être au départ liberté. Et donc ils expliquent pourquoi de liberté ils sont passés à avenir, et ils vont développer ce mot de liberté. Donc c'est bien entendu, c'est non exhaustif. On a les couvertures, les essais de couverture là. Voilà, avec le titre de liberté. Donc ces 2 dernières pages de bonus sont vraiment un plus à cette BD. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez lu ces ouvrages, ces titres, ces auteurs, venez me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, les commentaires sont là pour que l'on puisse échanger ensemble, et j'apprécierai beaucoup. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, et je vous dis à très bientôt.